Je vais essayer de parler devant vous de ce qu'on m'a demandé de traiter, c'est-à-dire apparition et annonce, diagnostic. C'est vrai qu'habituellement on parle annonce, mais là aussi on m'a demandé de traiter apparition, et j'espère avoir bien compris le sujet qui m'a été confié là. Quelques minutes, en effet, c'est pour rappeler un petit peu dans ce fil conducteur que je vais parler, bien sûr, avec une approche que j'espère être celle qui nous conduit tous ici, c'est le respect de la personne et de la personne malade, et avec une vision qui est la vision du médecin, du clinicien. Et je suis avec moi aussi plusieurs casquettes, et j'ai ici la casquette du clinicien responsable d'une consultation mémoire depuis plusieurs décennies. Consultation mémoire qui ne portait pas ce nom-là à l'époque, mais on avait institué cette consultation pour essayer de répondre un peu à la demande des personnes. Annonce et apparition, j'ai envie de dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont écrit dessus, il y a des écrivains qui ont fait des choses merveilleuses, avec talent, qui ont parlé avec vraiment tous les sentiments là-dessus. Je vous conseille leur lecture, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que très souvent, moi je suis dans une situation où je dis aux étudiants en médecine, lisez d'abord tel roman, lisez tel travail d'un écrivain, et puis après on rediscute ensemble des problèmes de l'annonce. L'apparition de la maladie et son annonce constituent en effet quand même deux étapes très difficiles, très délicates, bien sûr pour le patient, mais aussi pour le médecin, et c'est le moment où on va faire un certain nombre de choses qu'il est nécessaire de préciser. Dans un premier temps, je voulais dire que le médecin ou la médecine définit la maladie. En fait, la société confère au médecin le droit de dire qui est malade et qui n'est pas. À partir du moment où le diagnostic donne le statut de malade, l'individu devient le patient, on lui reconnaît une certaine souffrance. Et donc là, je ne vais pas du tout m'aventurer sur les aspects de droit, puisque ce n'est pas du tout ma compétence, mais on est tous d'accord pour dire que les droits du malade ne doivent pas se trouver modifiés par sa maladie, voire au contraire, ils devraient être d'autant plus renforcés que la maladie lui confère un certain état de faiblesse, une plus grande fragilité. Dans un autre élément, on l'a discuté tout à l'heure, l'expression de l'individu, de sa volonté, doit non seulement être en permanence permise, mais être en permanence recherchée. Et ça, ce sont deux mots clés pour moi, parce que ce sont des éléments où on a tendance quelquefois, dans une vision un peu trop médicalisante des choses, d'oublier l'individu qui est derrière, qui est devant nous plutôt. Cela dit, deux mots sur l'établissement du diagnostic. Des généralités. Un diagnostic implique une symptomatologie associée à une pathologie et des critères diagnostiques validés par la communauté scientifique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi je le rappelle? C'est pour rappeler simplement que pour la maladie d'Alzheimer, les recommandations sont relativement récentes. Historiquement, les premières recommandations apparaissent vers le milieu des années 80 et se généralisent au milieu des années 90 pour notre pays. La validité de ces critères au niveau de l'apparition des symptômes et ce que va nous permettre de dire c'est un malade, c'est pas un malade, a ouvert pour moi aussi une organisation au niveau sanitaire qui est la légitimation d'une expertise médicale, et je fais exprès de donner ces deux, je pense que je vais choquer certains, une expertise médicale neurologique et gérontologique aux yeux des autres spécialités et aux yeux de l'opinion publique. Ça veut dire que le processus de validation de reconnaissance, qui n'est en rien spécifique de cette maladie, mais a permis quand même de faire quelque chose qui me semble essentiel, c'est que de reconnaître cette entité pathologique distincte des manifestations du vieillissement dit normal, et une entité pathologique qui dépend, dont la prise en charge relève de médecins, et en particulier de médecins spécialistes. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore, ces dernières semaines, j'ai entendu « Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une maladie? Est-ce que vous êtes sûr que finalement, ce n'est pas du vieillissement ?» Ce sont des éléments qu'on croyait à un moment donné oubliés, qu'on entend toujours, et je crois qu'il est important vis-à-vis de l'apparition des signes de rappeler ça.
Mais bien sûr, cette maladie a aussi un impact tel sur la vie quotidienne des personnes atteintes et sur celle de leur entourage que le rôle des médecins n'est pas réductible à sa seule compétence technique à appliquer des critères de recommandation internationale et doit être bien entendu doté de qualités bien entendu relationnelles, d'un savoir-faire communicationnel, et ça dès la première prise de contact de demande de diagnostic. Car ce qui se passe, c'est que, quoi qu'on dise, on va transmettre, quand on va annoncer le diagnostic, on va transmettre une mauvaise nouvelle. On va transmettre une mauvaise nouvelle, et transmettre cette mauvaise nouvelle, c'est pas une simple affaire, c'est difficile. Certains disent que c'est un art, c'est une science, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose qui doit s'insérer dans le temps. La notion de temps est quelque chose d'important. Le moment de l'annonce, le choix du moment de l'annonce, la durée de l'entretien, le suivi ultérieur, tout ça va prendre un certain temps, et ce temps doit être consacré à ce problème de l'annonce. Mais bien sûr qu'il faut aussi, au moment de cette annonce, souligner la nécessité d'une information compréhensible, adaptée, juste, la prise en compte des caractéristiques de l'individu, des caractéristiques individuelles, des caractéristiques sociales, culturelles, l'adoption d'une attitude empathique et disponible, la prise en compte de tout ce qui est autour de l'individu, des aides pour le malade, pour sa famille, la définition, là encore, quand on est dans une situation plus hospitalière, de cohérence d'équipe par rapport à cette annonce, me semble essentielle. Tous ces éléments-là ont été repris par les recommandations officielles que vous retrouvez partout. Il n'y a pas de manière idéale pour moi d'annoncer, et c'est vrai que va se poser le problème de minimiser le traumatisme émotionnel du patient et de la famille lié à cette annonce, tout en essayant de l'informer le plus objectivement possible, sans lui donner ce qui arrive aussi, ce qu'on voit aussi, de faux espoirs. C'est-à-dire que quelquefois, le discours du médecin est tellement empoulé, tourne un peu autour du sujet et est tellement empoulé de périphrases alambiquées qu'on voit le patient ressortir en disant « j'ai vu le médecin, et ça va bien, c'est normal pour mon âge hein ». Donc, je reviens à cette notion de temps, c'est-à-dire qu'en fait, le temps est essentiel. L'effet traumatique possible de cette première annonce fait aussi que la personne, et ça va être aussi fonction de ce déficit cognitif, n'entend qu'une petite partie. Il faut donc savoir donner le temps, être à l'écoute, être attentif aux mots choisis, assurer un suivi de l'annonce. Ce sont pour nous des éléments essentiels à la démarche, et tous ces éléments-là, je vous l'ai dit, ont été repris dans les recommandations de la Haute Autorité en santé. Le deuxième élément, c'est quand la personne a ses pertes cognitives et donc le permettre de comprendre, malgré ses pertes, comprendre qu'il s'agit d'une maladie progressive, irréversible, tout en proposant des choses. Ce qui a été dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire, ce qu'a dit très bien dit tout à l'heure, c'est ce qu'on va appeler dans un jargon un plan de soins, mais qui est en fait un projet de vie derrière. C'est comment annoncer une certaine fatalité, une certaine progressivité et réversibilité des choses, et à la fois pouvoir énoncer des effets positifs. Et c'est là aussi toute la difficulté qui vient à ce moment-là. C'est aussi permettre donc aux patients de questionner sur sa vie. Quand on annonce les choses, on ne voit pas tout. On voit d'un seul coup, on a reçu le coup de bambou sur la tête, puis après, un certain nombre de questions reviennent. Des questions d'ordre matériel, des questions d'ordre familial, des questions quelquefois, tout simplement, j'ai tel emprunt qui est pour telle chose, et qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, il va falloir pouvoir donner à la personne la possibilité d'interroger, si c'est possible, tous les membres d'une équipe. Un des problèmes qui se pose aujourd'hui pour moi, et que je voudrais devant vous débattre un petit peu, c'est que la notion d'aide associée à l'annonce, qui est pour moi même liée à l'annonce, il ne peut pas y avoir d'annonce si on ne met pas
en même temps l'aide, si on n'annonce pas autre chose que la mauvaise nouvelle, fait que aujourd'hui, j'ai une tendance, alors ça c'est purement subjectif, hein, j'ai aucune étude pour pouvoir le dire, c'est que certains médecins, peu importe leur catégorie de spécialité, du fait de la médiatisation qu'il y a eu aujourd'hui autour de l'efficacité très limitée des médicaments anti-Alzheimer, des médicaments qui, je le rappelle, étaient des médicaments uniquement symptomatiques qui ne guérissaient pas la maladie, personne ne l'avait dit, considèrent qu'il n'y a plus d'intérêt à annoncer parce qu'il n'y a plus rien de concret à proposer. Et voire même, on commence, j'en ai vu, mais j'espère que c'est purement anecdotique, des médecins qui disent à quoi bon faire le diagnostic. Et donc on revient en arrière, à quoi bon, et nous voilà repartis en arrière, où on va probablement redécouvrir quelques individus au cours d'un événement indésirable ou d'une erreur ayant entraîné des répercussions dans leur vie quotidienne, voire dans la gestion d'une entreprise, et pour lequel, ça c'est des cas vécus, et pour lesquels le diagnostic n'a pas été fait. Et là, je pense que ça va également poser des questions à la fois d'ordre éthique et d'ordre juridique. C'est pourquoi il faut toujours, il me paraît important de préciser que l'espoir est possible dans des possibilités thérapeutiques, mais il n'y a pas que les médicaments, hein, et les médicaments ne résument pas le soin, loin de là. Faire comprendre ce qu'est la maladie à quelqu'un qui en souffre est difficile. Et même s'il n'est pas impératif de présenter immédiatement, c'est le moins qu'on puisse dire, la maladie dans ses formes terminales, cette réalité est quand même, je pense, à discuter. Ce n'est pas pour autant, ce n'est pas le deuil. Hein, mais je crois qu'il faut être aussi clair dans l'accompagnement. Ce n'est pas de dérouler tout ça en un seul temps. Et je dis ça parce que je reprends toujours une expression qui est d'une patiente qui avait une forme légère à modérée de la maladie et qui a traversé dans notre hôpital le service de long séjour. Et un des psychologues du service, qui est Jean-Luc Noël, que tu connais bien, elle dit, en voyant le long séjour, je vois ici la fin du film. Je vois aussi la fin du film. Et c'est vrai que si on ne prépare pas à ça, et que cette vision-là, c'est quelque chose, malheureusement, malgré tous les efforts qui sont faits pour humaniser au mieux ces établissements et ces services, le problème reste entier. Alors, la personne diagnostiquée Alzheimer, malade d'Alzheimer, ça m'a toujours surpris, ça. On dit toujours malade d'Alzheimer ou malade Alzheimer, comme si on disait je suis cardiaque, je suis Alzheimer. De mettre un nom propre, c'est un autre problème, mais c'est quelque chose qui me perturbe quelquefois. La personne doit malgré tout faire de sa maladie une nouvelle forme de vie, c'est ça la grande question. Il faut qu'elle puisse gérer les conséquences de la maladie sur l'organisation de sa vie, dans ses rapports avec les autres et dans ses rapports avec elle-même. Cette annonce change radicalement l'idée que se fait le patient de son avenir, radicalement, quel que soit l'âge. Et ce n'est que le début, peut-être, aussi d'une succession d'annonces tout au long de la prise en charge, qui impliquera de plus en plus de professionnels, qui complexifiera les nœuds des relations entre les patients et les professionnels de santé. Donc la pose du diagnostic est donc un moment fort sur le plan émotionnel qui agit sur la qualité de la relation tissée entre le médecin, les soignants et en général et la personne malade dès son début. L'annonce de diagnostic, je le répète, ne se réduit pas au moment précis de la consultation dite d'annonce, mais elle est plutôt un mouvement d'échange et de va-et-vient entre le médecin ou les soignants et le malade et son entourage. Là on a pris la position vis-à-vis du patient qui vient consulter le médecin parce qu'il a ressenti des troubles et que donc il a mis du sens à ces troubles et est allé consulter. Mais souvent, ce n'est pas la personne elle-même qui vient consulter, qui réagit à la période, c'est souvent l'entourage, parce que les troubles apparaissent inquiétants pour l'entourage et pas la personne. Alors une des questions qui se pose, qui devient notre interlocuteur? Alors je sais qu'il y a des textes, hein, mais j'essaie de parler en termes de ce qui se passe tous les jours. Est-ce que notre interlocuteur, c'est l'aidant, c'est le malade, c'est l'aidant demandeur? Moi je dis, ne nous voilons pas la face.
voyons un petit peu ce que l'ensemble du corps médical fait. L'interlocuteur devient très souvent, même si ce n'est pas tout à fait les termes de la loi ou des recommandations, le demandeur aidant. Et puis, on peut avoir aussi par moment d'autres problèmes associés à d'autres situations qui vont faire en sorte que la difficulté d'annoncer tout cela dans un contexte d'événements déclenchants ou associés qui vont rendre délicat à la fois l'identification de la maladie et son annonce. Les deux étapes, diagnostic, annonce, sont des étapes importantes, difficiles, et dont on ne sait pas très bien apprécier finalement quelles réactions vont suivre cette annonce-là. Qu'est-ce qui se passe après qu'on ait parlé, après que le professionnel a dit les choses de façon la plus compréhensible, de la façon la plus empathique possible? Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment la personne a réagi? On a l'impression, il y a très peu d'études à ma connaissance, et je le regrette un petit peu, il y a quelques études qui ont travaillé là-dessus et qui montrent que finalement il n'y a pas d'événements catastrophiques qui suivent cette annonce, et c'est un peu ce qu'on a l'impression. Cela dit, quand il nous arrive, et ça m'est arrivé, de réactions catastrophiques, on les vit. Tout le monde le vit, bien entendu, très très mal. Donc, tous ces éléments-là, j'ai envie de dire, c'est une sorte de façon de parler un peu des recommandations de l'HAS, parce que ça a été édicté, et j'ai joué un petit rôle dans la mesure où j'ai présidé le groupe de travail, et c'est simplement pour rappeler cette phrase qu'on avait mis dans le texte de l'HAS. L'annonce du diagnostic est un moment important du soin. Elle permet de respecter la liberté de choix de la personne, sa dignité, de favoriser sa capacité à organiser sa vie. Bien sûr que tout ça, il y a un cadre. Il y a un cadre juridique dans tout ça, et je n'y reviendrai pas du tout, puisque en plus, je n'en ai pas vraiment la compétence. Cadre juridique, cadre légal, mais aussi un cadre déontologique qui est depuis de longue date, qui permettrait justement de répondre à toutes les questions. En gros, toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé, et je crois que personne ici ou ailleurs ne reviendrait là-dessus. Cependant, le point sur lequel je voulais dire un petit mot, c'est que la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être également respectée. Chez nous, on a mis il y a quelque temps, on a un sorte de dossier un peu systématisé de consultation initiale. Je suis toujours surpris de trouver des personnes, très peu, qui disent « non, je ne veux pas savoir ». Alors, c'est très marrant, excusez mon langage, je veux dire que c'est très logique au contraire. Les personnes qui viennent pour une simple plainte cognitive parce qu'ils ont entendu parler de la maladie, que comme toute personne en quelques moments ne retrouvent pas le nom d'un artiste, ceux-là ils répondent très vite « je veux savoir » à 100%. Et ils savent très bien qu'on va leur dire qu'ils n'ont pas de maladie. Par contre, des personnes qui perçoivent quelque chose de plus, c'est-à-dire qui sentent que ce qu'ils ont est peut-être quelque chose de plus pathologique qu'un simple oubli, c'est là où on voit un pourcentage qui reste négligeable, qui est d'ordre quand même autour de 10%, qui est de celui de dire je n'ai pas envie de savoir, mais néanmoins, ils ne sont pas dupes, et quand on a les retours des familles, ils ne sont pas dupes du diagnostic qui est porté. Quoi qu'il en soit, cette annonce, et ça je crois que c'est l'élément clé qu'on répète depuis le début, constitue un engagement de soutien et d'accompagnement pour le patient et pour son entourage proche. La question qui va se poser maintenant, de façon un peu plus générale, c'est que maintenant qu'on a des règles juridiques qui ont permis quelquefois, j'ai envie de dire, aux médecins de se sentir dégagés. C'est-à-dire, je dis les choses parce qu'en gros, il y a la loi qui m'oblige à le faire. Et vous savez que certains médecins ont dit, à ce moment-là, je me soulage, mais peut-être que je ne soulage pas mon patient. Le problème
qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que tous les médecins fonctionnent avec une annonce diagnostique claire et compréhensible? Comment ça se passe, y compris, et là je peux peut-être choquer certains, y compris dans nos consultations mémoire, est-ce que tout cela est correctement fait, ou tout au moins, est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on a vraiment, quelquefois moi j'ai même des doutes dans mon propre service, comment les choses sont dites et comment les choses sont faites. Et j'ai peut-être pas encore l'ensemble des éléments, mais je n'ai pas d'éléments d'évolution. Alors, deuxième élément clé qu'on avait mis dans les recommandations HAS, c'était la relation avec le médecin traitant, qui était un élément clé essentiel. C'est-à-dire que le patient vient consulter le spécialiste pour avoir un bilan et un diagnostic, et s'il n'y a pas cette relation avec le médecin traitant, bah, tout ça tombe à l'eau. Et le médecin traitant joue un rôle essentiel. Et les seuls éléments que l'on retrouve, c'est une enquête qui était faite par Baromètre Santé, mais il y a déjà quelques années, puisque c'était en 2009, qui montrait que les généralistes, eux, rarement disaient systématiquement le diagnostic à leurs patients. Par contre, le disaient quasiment systématiquement à la famille. Et on inversait complètement le rapport lorsque on demandait s'il ne disait jamais. Alors c'était l'inverse, bien entendu. Mais le problème qui se pose le plus souvent, c'est que les gens se disent beaucoup plus à l'aise quand il y a quelqu'un qui a un stade bien avéré de la maladie. Mais la grosse difficulté est celui du diagnostic très précoce, et je ne vais pas venir ici sur tous les problèmes de diagnostic, j'allais dire, sur lesquels on peut faire le diagnostic avant même l'apparition de la maladie. Ce n'est pas le débat ici, mais j'ai envie de dire que quelquefois, le MCI a peut-être un bon dos dans certaines situations. Alors, je ne vais peut-être pas trop tarder, je vois que mon temps tourne. Ce que je voulais dire aussi, c'est que un d'autres éléments qui me semblait important, c'est que le médecin, j'avais dit, quand il agit, il a différents éléments dans sa tête, hein. Bien sûr sa formation, ses repères juridiques, déontologiques, culturels, moraux, et aussi la dimension qu'il donne aux soins et la part psychologique de celui-ci. Mais souvent sa réaction, d'après ce que je peux en savoir et en avoir un petit peu enquêté, reste intuitive, voire irrationnelle, tout en cherchant à se légitimer rationnellement, secondairement, de la conduite qu'il a eue. Et pour cela, c'est parce que j'ai interrogé un certain nombre de praticiens qui sont expérimentés, hein, qui ont l'habitude, hein, qui voient ce genre de malade. Un dernier point, si vous me permettez, c'était de dire un mot sur le respect de la personne. C'est bien sûr, on a dit, le respect aussi de son autonomie pris au sens suivre sa propre loi, et non pas comme antonyme de la dépendance. Tout le monde dit qu'il faut changer notre regard, changer de culture dans la pratique des soins, d'accompagnement, d'hébergement. On l'a évoqué par les questions tout à l'heure, de ces personnes. De façon générale, il faut en effet passer d'une pratique qui se focalise essentiellement sur la sécurité, l'uniformité, la norme, les questions médicales, à une approche dirigée vers la personne, sa qualité de vie, son bien-être psychologique et physique. Je pense qu'ici, vous serez assez d'accord avec cette vision des choses, mais il est clair qu'il y a encore ces éléments normatifs où il faut que les personnes s'adaptent, en particulier au milieu institutionnel, et non pas que l'institution s'adapte à la personne. Et donc, une fois qu'on annonce le diagnostic, probablement aussi en opposition au respect de l'autonomie, certaines décisions vont être prises chez ces patients. Une autonomie que l'on va peut-être refuser. Faire en sorte que ces patients gardent un sentiment de contrôle et de responsabilité sur les événements quotidiens les montre qu'on ne le respecte pas toujours. Le problème, c'est cette notion de prise de risque. Est-ce qu'on va admettre que la prise de risque fait intégralement partie de la vie ? Comment? Avec qui? De quel droit décidons-nous de prendre ou de faire prendre un risque? La déambulation, que certains appellent des fugues, est un élément clé dans ce genre de problème. Que nous dit le droit à ce niveau-là? C'est une question qu'on pourrait avoir. Parce que
je m'amuse à dire, ce mauvais jeu de mots probablement, qu'après l'annonce, qui est du domaine du dire, on passe très vite au domaine de l'interdire. Interdire la conduite automobile, interdire la gestion de ses biens, interdire le gaz, interdire tel élément, interdire tel truc. Et si on est dans cette situation-là, se posent d'énormes problèmes. Comment imaginer un projet de vie? Comment imaginer un plan de soins? Ou si, une fois que j'ai annoncé une mauvaise nouvelle, je vais commencer à interdire tous les actes qui, peut-être, je pense à la conduite automobile, font partie de mon indépendance. Je vais m'arrêter là. Mais donc, le problème, c'est simplement comment essayer d'apprécier les facultés de discernement. Les facultés de discernement de ces sujets. Il y a toute une série d'éléments qui ont cherché en effet à trouver des indicateurs sur le discernement, à trouver des éléments qui nous permettraient de mieux comprendre les choses. On reste encore dans des difficultés. Les études nous montrent que chez les patients évolués, cette capacité de discernement est quasi aléatoire. Et donc, on a beaucoup de questions à se poser. Comment décider pour eux, avec eux? Et c'est vraiment les questions essentielles à prendre en compte. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là parce que j'avais d'autres choses à vous dire, mais c'est pas grave, je vais dépasser mon temps, excusez-moi. Mais voilà quelques réflexions que je vous donnais. Et puis en plus, bien entendu, le rôle des aidants est essentiel et toutes les discussions que nous avons avec les aidants, une fois qu'ils ont été officiellement reconnus comme tels, et chez qui on a pu informer précisément des problèmes. Je vous remercie.